Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de l'émission Parole Jeune. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour du 24 juillet 2022. Vous l'avez très bien remarqué, nous tendons progressivement vers la fin de l'année. Nous sommes dans le 7e mois de 2022. Il ne reste plus que 5 mois pour boucler cette année que nous avons démarrée il y a de cela quelques mois. Nous espérons surtout que tous vos projets que vous avez planifiés depuis le début de l'année se réalisent tout progressivement et surtout que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions boucler cette année en toute beauté. Alors, nous sommes encore dans cette émission pour parler de sujets qui sont liés à la jeunesse, des sujets qui sont liés à l'actualité. Et en ce jour, nous avons abordé un sujet tout particulier. Il s'agit de l'extrémisme violent qui entraîne souvent vers le terrorisme. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est frappé depuis quelque temps de ce fléau qui ne laisse aucun pays tranquille, y compris le nôtre. Quelles sont quelques-unes des astuces que les jeunes doivent connaître afin de lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme? Nous allons voir ces différents sujets avec nos invités qui s'y connaissent en la matière. Mais avant, comme à l'accoutumée, nous allons prendre la température des membres de l'équipe. Aujourd'hui, nous ne serons que des masculins sur le plateau. Bénédicte qui a une mission spéciale, elle reviendra nous faire le rapport très bientôt, ne vous inquiétez pas. Valentin, comment ça va? Oui, ça va Eden. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Très ravi encore de vous savoir. On peut nous suivre de gauche à droite. Et les amis de tous les jours sur notre plateforme Facebook et WhatsApp. Une fois encore, bonsoir à vous. Je pense que vous avez passé une très belle semaine et ça a été le cas à notre niveau aussi. On a encore le plaisir de partager ces cinquantaines de minutes avec vous. Alors prenez place et nous allons tout de suite aborder, comme l'a dit Eden, nous allons aborder l'actualité avant de revenir sur le thème, le vif du sujet de cette soirée. Alors une fois encore, bonsoir. Merci beaucoup Valentin pour avoir très bien planté le décor. Comme je le disais à l'entame de mes propos, nous allons parler aujourd'hui essentiellement de l'extrémisme violent. C'est une notion qui revient à chaque fois ces derniers temps. Nous allons le comprendre, c'est-à-dire le mot extrémisme violent. Il y a d'abord le mot extrémisme et l'adjectif qualificatif violent qui s'y ajoute et son rapport avec le terrorisme et les récentes attaques terroristes que nous avons constatées en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Togo. Nous allons décortiquer tous ces aspects-là dans notre émission avec des invités qui travaillent sur la thématique. Nous allons très bientôt les recevoir sur le plateau, mais avant, nous allons essayer de faire un tour d'horizon sur l'actualité tant togolaise et africaine, mais qui vont essentiellement aujourd'hui être axés sur la culture, la musique, bien évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end a été en tout cas inondé par 2 concerts de 2 géants de la musique togolaise. Le vendredi, il y a eu ce fabuleux, cet extraordinaire concert de la Barbie nationale, l'actuel artiste féminin de l'année au Togo, c'est-à-dire Senza, de l'autre côté de l'hôtel Onomo. Et le samedi, hip-hop grand format de notre Ali Jazz. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, par-ci par-là, vous pouvez entendre un certain nombre de critiques à l'égard de l'organisation, de la prestation de l'artiste. On va y revenir tout à l'heure. Mais nous parlerons aussi de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, version féminine, qui a opposé le Maroc et l'Afrique du Sud, qui a gagné. Nous en parlerons également avec Papo tout à l'heure. Alors, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé au Palais des Congrès samedi, Valentin? Oui, nous l'avons dit il y a de cela 8 jours pour ce grand homme, cet homme, l'un des pionniers de la musique, le hip-hop et Ali Jazz. Quand on parle de l'on va vendre l'ennemi,
c'était l'homme là et que le morceau là a fait la pluie, le beau temps. Ah, donc le samedi, il y a de cela un mois où ils ont lancé, ils nous ont dit Ali Jazz va venir et chacun de nous on doutait où est-ce qu'il va venir malgré, il y a de cela déjà 10 ans que ce monsieur nous a manqué, on ne le voit plus sur les scènes, mais il a décidé de revenir au Bercail, nous donner le meilleur de lui-même et voilà, bim, c'est fait. Et le samedi, il était avec nous. Oui, au palais des congrès. D'abord, je tiens à féliciter le staff de l'organisation qui ont fait un grand travail parce que le guichet fermé, ce n'est pas donné à tout le monde. Si Ali Jazz, après 10 ans, a réussi à faire guichet fermé, le palais était rempli. Alors, c'est un chapeau aux organisateurs, un chapeau au staff, à tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que l'événement là soit arrivé à atteindre l'objectif. Alors, mais ce que je n'ai pas du tout aimé de la part de Ali Jazz, on l'avait dit le dimanche passé que est-ce que Ali Jazz va organiser un concert en live ou bien il va préférer plutôt faire le playback. Et on se disait le grand frère, le grand homme là, Eric MC, qui a lancé un pitch sur les panels soi-disant si Ali Jazz, s'il arrivait que Ali Jazz faisait un concert playback, il va monter sur scène et arracher le micro. Est-ce qu'il a fait? Il lui a arraché le micro. Voilà, et le samedi, le jour venu où chacun de nous, on attendait voir la fin, c'est la fin qui justifie les moyens, comme on le disait. Il lui a arraché le micro? Il n'a pas pu le faire. Est-ce qu'il était là? Oui, non, il était là. Je tiens vraiment à féliciter le public togolais qui a fait. Et surtout beaucoup d'artistes qui ont beaucoup d'artistes, et non seulement ça, il y a certaines autorités qui étaient là, qui avaient soif de voir Ali Jazz et ils étaient aussi là, malgré surtout à l'heure là où les choses vont de mal en pis par économiquement pour le déplacement et tout ça là. Ces personnes ont effectué le déplacement pour arriver au palais des congrès de Lomé et encore payer le ticket avant de rentrer. Voilà, je tiens à féliciter le public parce qu'ils ont compris maintenant que avec la musique, je pense qu'on peut réduire un tout petit peu le chômage dans le pays. Alors merci beaucoup pour le travail, merci à nos organisateurs, merci au staff de Ali Jazz. Alors est-ce que toi, Valentin, est-ce que toi aussi tu étais déçu? J'ai vu certains observateurs sur les réseaux sociaux, il y a même Richard Keteti aussi qui a publié un long message pour exprimer sa déception. Il y a aussi un journaliste, Anani Soso, beaucoup qui n'ont pas arrêté de critiquer Ali Jazz en parlant on lui reproche d'avoir fait un concert en 37 minutes, d'avoir interprété seulement que 7 morceaux, de n'avoir pas fait un concert live, tout ça. Est-ce que Ali Jazz était obligé véritablement de faire un concert live? C'est lui qui organise le concert, il fait ce qu'il veut, non? Voilà, et on ne critique pas Ali Jazz pour critiquer. Et puis il faut aussi voir l'âge. Est-ce qu'il a encore les jambes? Oui, si c'est comme si on te demande d'aller jouer le football, ou tu te dis que tu te sens bien pour jouer le football, le coach s'en fout, il te met, il faut fournir, c'est ton job, il faut faire le travail. Il faut faire le travail. Tu as le ballon devant toi. Il faut que tu es un attaquant. On te demande juste ton objectif, c'est de mettre le ballon au fond des filets. Voilà, au niveau de la musique, quand on te dit que tu es artiste et que le public est sorti, le public a fait le déplacement, le public attend de toi de donner le meilleur de toi-même. C'est le job de Ali Jazz. Voilà, il a fait appel au public et le public était présent. Il faut satisfaire le public. Est-ce qu'il n'a pas satisfait le public? Il n'a pas satisfait le public. C'est pas beaucoup. 7 morceaux, c'est beaucoup, non? Ce n'est pas beaucoup. En voyant la taille que Ali Jazz avait. Le poids d'Ali Jazz, ce n'est pas du tout ça. On attendait de lui, on attendait d'Ali Jazz qu'il interprète d'autres morceaux, d'autres surprises. Voilà que c'est les mêmes choses qu'on a dû voir sur Ali Jazz il y a de cela 10 ans. Ce sont les mêmes morceaux qu'il a interprétés et ça ne donne pas le vrai visage d'Ali Jazz. Ce qu'il a donné, par exemple, la manière dont je vais commencer par le dire, la manière dont on a médiatisé la chose, le concert. Alors on attendait
On attendait derrière des surprises. Mais ça n'a pas été le cas. Raison pour laquelle, moi, personnellement, j'ai été déçu. Tu es déçu? Oui, j'ai été déçu. Ah bon? Parce que quoi? Si les petits frères qui sont là, si ceux qui viennent de prendre le train en marche arrivent à faire les concerts en live pour prouver que ce que vous attendez, que ce que vous écoutez à la radio, en live, voilà ma propre voix, ce n'est pas les autotunes. Merci à Ali Diaz encore au 21e siècle. Ali Diaz de l'ancienne école. Au 21e siècle, fait des choses de l'ancienne école encore sans pouvoir intégrer la nouvelle école. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, est-ce que Ali Diaz, oui, il est de l'ancienne école? Il est de l'ancienne école. Parce qu'il est de l'ancienne école. Il a bien dit, quand on l'a interviewé, il a dit, il va faire ce qui est de l'ancienne école. C'est pourquoi il a englobé tout le monde. Il a parlé de l'ancienne école, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont de la nouvelle école. Mais ok, bon, soyons sérieux. Oui. Est-ce que Ali Diaz, artistiquement parlant, est-ce qu'il est encore artiste? Ça fait quand même une dizaine d'années que le gars ne chante plus. Donc les gens, en réalité, si on doit être vraiment rationnel, on ne devait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire de la part d'Ali Diaz. Ça fait déjà près de 10 ans que le gars s'est éloigné des scènes, du studio, du micro et tout ça. Il est aux États-Unis en train de faire certainement autre chose comme boulot. C'est comme un militaire qui prend des vacances de 5 ans, 6 ans. Et du jour au lendemain, vous l'appelez, vous l'envoyez au Mali pour lutter contre les terroristes. Il ne va pas vraiment très bien faire son boulot. Donc, il ne faut pas s'attendre normalement. Si les gens sont déçus, moi je pense que ils l'ont cherché. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose de la part d'un artiste qui a fait plus de 10 ans quelque part où il ne chantait plus. Il faut aussi à quelque part être un peu tolérant envers lui quand même. Ah, ok. C'est aussi votre point de vue et l'analyse est bien faite. Voilà. Mais néanmoins, il faut qu'on comprenne quelque chose, que si Ali Diaz a pu organiser ce concert et les gens ont fait le déplacement, c'est qu'il doit donner le meilleur de lui-même. Et maintenant, il doit donner le meilleur de lui-même pour permettre à ceux qui aussi vont vouloir emprunter le pas, que le public ne fasse pas le demi-tour. Parce que si quelqu'un, le grand frère Ali Diaz qu'on attendait, a fait de ce genre de choses et que le public est déçu, malgré la cherté, économiquement, la situation dans laquelle nous sommes actuellement, et les gens ont pu faire sortir 2000 francs, 5000 francs pour le concert là, il va falloir qu'on ressort. Il est reparti aux États-Unis où il est encore là. Bon, pour le moment, on ne sait pas. À sa place, je repars. Donc, voilà. Et voilà, donc, moi, je félicite tout le public. Et puis, bon, c'est ce qui est déjà fait. Donc, maintenant, on va tourner la page. Mais plutôt, on va encourager les autres. Voilà. Et le grand frère a posé l'acte. Maintenant, vous. Il faut voilà, j'attends. Moi, plutôt, j'attends Eric MC, j'attends Yaovi Keteti, j'attends Ghetto Mike et tous ces gens de personnes là arrivent à organiser quelque chose en live pour corriger. Eric MC, ça fait des années on ne l'a pas encore vu organiser un concert. Voilà, donc pareil pour Yaovi Keteti, on ne les a pas encore vus au palais, donc bon. J'attends, on attend patiemment. Yaovi Keteti, Ghetto Mike et... Mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas sur le concert de Ali Diaz? En réalité, ça devait être toute la old school. Bon, je sais pas. Même si Ali Diaz ne les invitait pas, ils auraient pu... Juste pour le soutenir, il pourrait monter sur scène. Hein. Et non, ça serait très beau de voir Eric MC passer. Ce n'est pas respectable. Non, il peut aller négocier. Non, on ne peut pas négocier ça. Ça fait que c'était pas aussi intéressant. Non, c'est... Oui, ça dépend de l'organisation. Il n'y avait plus vraiment... Moi, j'ai vu dire non, que je ne connaissais pas très bien. Oui. Sinon, ce serait assez intéressant de voir sur la scène, voilà. Ali Diaz, Eric MC, Keteti, bon, et bien d'autres. Voilà, c'est l'organisation, la toute première personne. Que bon, voilà, il y a de ces amis là qu'on a fait long feu, on a fait la pluie, le beau temps, je vais les inviter. Si toi, en tant que ta personnalité, on ne t'invite pas quelque part, que c'est toi qui va pour faire la négociation, je vois que tu perds déjà ta valeur. Parce que en matière de la musique, quand nous parlons des stars et tout ça là, il y a aussi une partie de leur vie professionnelle. Parce que tout de suite, moi et toi, on est toujours ensemble. Si je veux organiser quelque chose, je ne t'invite pas, tu ne peux pas venir
comme ça. Et s'il arrivait que tu viens faire quelque chose de mauvais là-bas, je vais dire, bon, c'est le pourquoi je ne t'ai pas invité. Voilà que tu as fait le saut, tu es arrivé, voilà ce que tu as posé comme acte. Voilà, tout ça là tourne autour de la peau. Je ne vais pas en vouloir, malgré, ils ont fait au moins le déplacement pour aller sur le concert. Voilà, c'est déjà un grand pas qu'ils ont effectué. En tout cas, félicitations. Félicitations à Lydie, à l'organisation, quel que soit ce que les gens ont eu à dire au sujet du concert. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il a rempli quand même le palais. Voilà, c'est félicitations. Donc, pour ça, moi je tiens à féliciter. Ça prouve qu'il y a encore des gens qui sont amoureux de la musique togolaise, que ce soit de la old ou de la new school. L'essentiel c'est d'être réunis, qu'on soit de la old school ou de la new school. Il faut toujours, au sein de la old school, il faut qu'il y ait l'unité. Et il faut qu'il y ait également l'unité entre la old et la new school. C'est ce que nous recherchons tous. Super. Alors, il y a également eu notre événement dans la semaine, la finale des féminines, qui a opposé le Maroc et l'Afrique du Sud. Et la finale a été remportée par les Sud-Africaines. On ne va pas faire trop de commentaires là-dessus. Mais moi, je voudrais juste quand on essaie de transposer cela au Togo, ça aurait pu être aussi les éperviers d'âme. Maintenant, quelle leçon, maintenant que la CAN est finie, est-ce qu'il y a des leçons particulières qu'on peut tirer par rapport parce que ce que les Marocaines ou les Sud-Africains ont fait, c'était pas de la magie. Il y a un travail qui a été fait derrière. Quelles leçons nous autres tirons pour améliorer notre système? Voilà. Et je pense que de gauche à droite, après notre défaite, les uns et les autres ont eu à féliciter les éperviers dames là et leur coach. Je pense que c'est la meilleure des choses. Maintenant, on ne va pas toujours continuer dans la médiocrité. On ne va pas toujours dire, bon, voilà, ils se sont donnés et à la fin. Mais maintenant, si quelqu'un à côté de toi arrive, c'est comme si en classe on nous dit ici à côté de toi il y a quelqu'un a eu 17 et toi tu n'arrives pas à avoir 10, cela veut dire que tu as des problèmes et il faut rapidement corriger ça pour le premier trimestre pour que à la fin de l'année tu puisses avoir le ticket pour une classe supérieure. Voilà, c'est le cas à nos éperviers dames là. Et vous avez eu l'expérience, vous avez donné le meilleur de vous-même et vous êtes arrivé à la CAN. À la CAN pour une première fois, vous avez porté haut le flambeau du Togo. Félicitations à vous. Vous êtes revenus. C'est le moment de corriger ces erreurs, c'est le moment de corriger les tirs et c'est le moment que les autorités là puissent investir efficacement dans le domaine footballistique féminin à ce que les années à venir, à ce que les éditions prochaines, qu'on ne soit plus qualifié seulement pour la CAN, mais plutôt pour le mondial, remporter au moins s'il le faut, si ce n'est pas la coupe, au moins les médailles d'or, que ça revienne au Togo. Mais si c'est possible, on peut revenir aussi avec la coupe. Justement. Donc c'est l'occasion à tout à chacun de nous d'encourager le sexe féminin aussi à donner le meilleur de lui-même pour le domaine du football. Super. Donc, mais il faut quand même rappeler que la lourde des responsabilités revient à la fédération. Oui. Ils sont payés pour ça. Donc, ils n'ont qu'à faire le travail. Voilà. Nous, on est là, on va les applaudir. On va beaucoup prier pour eux. Tout ce que nous on gagne, c'est de voir notre pays être, je vais dire, honoré à l'international. Donc, que les acteurs puissent faire leur travail et que le résultat soit bon. En tout cas, félicitations à tous les artistes togolais pour le travail qu'ils font. Et nous espérons qu'ils feront encore faire mieux pour que nous puissions quand même concurrencer les autres pays. Le Cameroun, il y a 10 ans, n'avait pas le même niveau musical que le Togo. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comparer les deux pays parce que le niveau du Cameroun aujourd'hui, c'est un niveau vraiment très élevé. Voilà. Même quand on te réveille du sommeil, on te demande de citer 5 artistes camerounais, tu vas les citer sans réfléchir. Oui. Mais à l'époque, c'est vrai qu'à part X-Maléa, il n'y avait plus d'artistes. Mais aujourd'hui, Minx, il y a Minx, il y a Léo. Ils sont pleins, il y en a énormément. Et tous ces artistes-là brillent, on les voit sur des chaînes pas possibles. Donc c'est ce que nous voulons de nos artistes. Au-delà de Choufan, Santrinos, Ethan, Giuliano, il faut vraiment qu'on cite encore d'autres noms, Almok, Senza et autres. On veut vraiment, si vraiment la musique ça marche, ça devient vraiment un véritable secteur de création d'emplois. Voilà. Et c'est le pays qui en gagne en développement, en image et tout ce qui va avec. En tout cas, félicitations pour tous les acteurs de ce domaine-là et nous espérons que l'État accordera un peu plus de regard
vers ce secteur pour que cela puisse avoir plus de soutien et que cela puisse permettre surtout aux acteurs d'être beaucoup plus épanouis. Merci beaucoup Valentin pour nous avoir éclairci sur ces différents sujets. Nous allons à présent aborder la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée au thème fondamental sur lequel nous aurons à discuter tout à l'heure. Je le rappelle, extrémisme violent et le terrorisme au Togo ou en Afrique. Quelle contribution des jeunes pour endiguer le phénomène? Les jeunes sont aujourd'hui considérés comme l'élément à instrumentaliser et souvent les jeunes sont au cœur de ces différents conflits, de ces différentes agressions. Du coup, quand la jeunesse est sensibilisée, est éduquée, est informée sur les enjeux, sur les risques, sur les conséquences, ça sera assez efficace pour pouvoir mettre fin à cette menace qui ne laisse ou qui n'épargne aucun pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons bien voulu parler de ce phénomène et sensibiliser la jeunesse sur les signes avant-coureurs afin de pouvoir amener la jeunesse à lutter efficacement aux côtés des forces de sécurité et de défense pour que notre pays puisse vraiment créer et pérenniser la paix qui a toujours été un signe, une marque distinctive des Togolais. Nous allons donc aborder cette partie-là avec nos invités qui vont bientôt monter sur le podium. Mais avant, nous allons observer une pause musicale et savourer cette belle vidéo d'une des meilleures artistes féminines, en tout cas une diva de la musique togolaise. Je l'avais dit dans l'introduction, qui a fait un concert, un géant, un méga, je l'ai dit très réussi, concert le vendredi. Saint-Zar. Nous allons sur la vidéo, sur la régie avec nous et nous allons revenir juste après. Es nunca mude yo laisse vivia. Yenya mude ye mujo laisse veve. Muhlo wanu de pepe vade tikana. Eya va glomlo, eya va glomlo. Gasia gambe ola no chibandi. Ne oui le téléphone on m'a décroché. Donc malé, plenambe. Donc malé, plenamlo. Kwenye muji beme kuti bebe seselo. Manwekbe, les vignes en palo. Unyabe no kona, wanye penama. Mwana sigwe pena demo penamo. Unyabe no kona, wanye penama. Mwana sigwe pena demo penamo. Unta usabili wone kaka. Gamela masuma putek bari majo. Kwade banobeo. Yemtuna tana nyiba kwa bahane dumno Maula wekbere kama banobeo. E untia monyo klona gasia gamebe. Amiali do bébé c'est le roi kwa tole kale. Oh mon second me voit loin dans les bénilo. Bébé c'est la côte du Nord. Birika ma vangobe. Mwana sige pena de mo pena mo. Onyabe nkona pena ma. Pena
De retour sur ce plateau avec nos invités, nous allons donc aborder le thème central qui va meubler l'émission de ce soir. Je rappelle le thème extrémisme violent et terrorisme. Quelle contribution des jeunes pour endiguer le phénomène? Nous sommes avec nos amis. Monsieur Amenoudo Kodjovi, il est juriste, membre du centre Jurisco. C'est ça? Juristes sociaux. Juristes sociaux, ah, désolé, juristes sociaux. Vous êtes trésorier général de Andy Hardy et membre du groupe Noka Dakar. Noka Dakar. Bon, bref, c'est en quelle langue? C'est en langue Kotokoli, Kotokoli, qui veut dire Union des peuples. Union des peuples. Oui. Et Maoussi Komla là-bas, juriste également, penseur libre, président de Andy Hardy, think tank dédié aux handicaps et aux thématiques contemporaines, membre de la famille Noka Dakar. On voit que nos invités ont énormément de casquettes. En tout cas, ce que nous retenons, c'est que vous êtes tous les deux des juristes. Oui. Et vous êtes des leaders, vous êtes dans l'engagement social, oui. Et vous êtes fondamentalement engagés pour la cause des personnes vivant avec un handicap. Oui. D'accord. Et vous travaillez également sur des questions liées à l'extrémisme violent, à la paix et voilà, la lutte contre le terrorisme. Évidemment. Et c'est justement la raison pour laquelle nous vous avons invité et votre profil correspond très bien parce que vous êtes juriste. Nous avons même abordé l'aspect répression de ces différents... Parce que le terrorisme, je pense avec la révision récente de notre code pénal, le terrorisme a été incorporé. Et je pense que ça fait partie d'un crime, hein, c'est ça? Oui. Voilà, oui, donc 716. Bon, justement. Article 716 du code pénal. Oui. D'accord. C'est 50 ans, c'est ça? Le terrorisme. La réclusion criminelle. C'est la réclusion criminelle. Ok, super. Les téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent en direct sur notre page Facebook, si vous voulez participer à cette émission, donner vos avis, vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp qui défile au bas de l'écran ou nous écrire sur GSM ou encore nous écrire sur la page Facebook via laquelle vous êtes en train de suivre l'émission. Vous pouvez poser vos questions ou encore émettre vos avis sur la thématique du jour. Nous avons des spécialistes sur le plateau, donc n'hésitez pas à profiter en même temps pour les bombarder de questions. Ok, bien. Très souvent, nous voyons le terme extrémisme. C'est un terme qui est plus ou moins nouveau chez nous. C'est vrai que ça existe depuis, mais on l'emploie très régulièrement ces derniers temps. Et il y en a qui font vraiment beaucoup de confusion. Dites-nous d'abord, monsieur Amenoudo, ce qu'on entend par extrémisme violent. Je sais qu'il y a extrémisme, tout simplement, et extrémisme violent. D'abord, c'est un lieu de vous remercier pour l'invitation. Et comme vous l'avez su marteler, nous sommes pour la cause de nos communautés. Et c'est en cela que nous nous sommes engagés. Et c'est sur ces casquettes que nous sommes là ce soir pour apporter notre apport à la situation, pour retrouver très rapidement une situation stable. Et pour venir à votre question, il faut reconnaître qu'il y a d'abord un problème définitionnel sur le thème. En ce sens que chaque État ou chaque communauté essaie de définir l'expression, bien la notion selon son entendement. Et cela se justifie par une méfiance par rapport à la prise en compte de tous les critères, de tous les éléments possibles qui peuvent entrer en jeu. Mais de façon courte et pour certains spécialistes, l'extrémisme violent, c'est cet ensemble de comportements ou d'agissements destinés à promouvoir ou à encourager des actes qui tendent au terrorisme.
Voilà ce que je peux dire pour le moment sur la notion. Peut-être avec l'avancée, avec d'autres questions, justement, je serai encore plus explicite. D'accord, super. Alors, monsieur aussi, dites-nous, c'est quoi le terrorisme? Justement, vu que le terrorisme, lui, il date un peu. Justement. C'est vrai qu'on a toujours un problème définitionnel. Le Togo, lui par exemple, n'a pas défini clairement le terrorisme, mais a défini l'acte terroriste ou l'acte de terrorisme. Donc, on peut en même temps aller aux actes de terrorisme cités par l'article 716 dont nous avons précité. On parle d'adhésion. Le fait d'adhérer, de participer ou de financer un groupe armé ou une entreprise terroriste, de conseiller, assister, inciter, provoquer, intimider pour la commission d'actes terroristes. On a également le fait de causer des dommages, le fait de détruire des installations de télécommunications, Internet et autres, l'apologie, le fait de faire l'apologie du terrorisme. Super. Donc c'est ce qu'on peut entendre par, en tout cas c'est tout ce qui englobe le terme terrorisme. Alors, pendant très longtemps, l'on assimile souvent et certainement à tort une religion. D'accord, je voudrais vraiment qu'on puisse lever cet équivoque-là, parce que c'est une sorte d'amalgame qui se fait et ça crée des tensions. Aujourd'hui, le Togo est dans un processus de cohésion sociale, de vivre ensemble, et si nous maintenons toujours ces idées reçues, cela peut vraiment saper les efforts qui sont faits, tant par les gouvernants que par les associations et autres, pour pouvoir préserver et promouvoir les acquis que nous avons déjà en termes de cohésion sociale. Souvent on lit une religion, je préfère même pas citer la religion, on lit une religion au terrorisme ou même à l'extrémisme violent. Alors dites-nous, est-ce que le terrorisme est lié à une forme de religion donnée ou le terrorisme c'est juste un état d'esprit? Très important. Je pense que pour être honnête et répondre à cette question, il va falloir que nous fassions une analyse préalable. Pédagogie. La pédagogie. D'abord au groupe. Et si nous parcourons les différents groupes, je vais m'attarder sûrement sur les groupes qui se logent en Afrique, partant du groupe Al-Qaïda, passant par les Ansardines, les Shebab, les Boko Haram. Au départ, oui. Et leurs revendications portaient sur l'installation de l'État islamique avec comme corollaire l'application de la charia. Et sur cette base, on peut être tenté de dire que le phénomène est lié à une certaine religion, puisque en prônant ou en revendiquant l'installation, bien l'instauration de l'État islamique, c'est la gouvernance selon les principes d'une religion. Sur cette base, on peut être d'accord avec ceux qui pensent que le phénomène est lié à une religion. Mais je pense qu'on ne saurait s'arrêter à cette étape pour dire, parce que tout dernièrement par rapport à un article que la DTV avait fait en interviewant certaines femmes, par exemple au Burkina Faso, je pense, les femmes estimaient, au-delà des femmes qui étaient recrutées peut-être comme des cuisinières ou des pourvoyeuses de produits à ces groupes, il y a d'autres qui estimaient avoir adhéré à ces groupes par conviction du fait qu'ils partagent ce que ces groupes véhiculent comme message. Donc ça veut dire au-delà de la question religieuse, il y a une question de conviction personnelle qui entre en jeu. Voilà ce que je peux dire. Je suis avec mon second, c'est toi qui l'aura à compléter. Voilà. Monsieur aussi. Effectivement, pour ajouter à ce que vient de dire mon frère, la distinction, c'est vrai qu'on se retrouve, ils se retrouvent en termes de but et d'objectifs visés. Mais puisqu'ils visent tous la terreur, la psychose, mais avant, on peut les distinguer dans les actes. C'est vrai qu'on fait les amalgames entre l'extrémisme violent, le djihadisme et le terrorisme. Le djihadiste, par exemple, lui, pour passer à l'acte, il a un message. Justement. Il crie
un message, il sort une expression que je me permets de taire ici, mais il crie, et c'est après cela qu'il commet l'acte. Comme quoi, comme pour dire qu'il fait un sacrifice à Dieu. Il agit au nom et pour le compte de Dieu. Donc, pour lui, c'est un acte religieux qui l'amène directement au paradis. C'est ça le djihadisme. Ça tire son origine depuis, c'est dans l'histoire. Hein, dans l'histoire, on sait ce que c'est que le djihad. Donc, pour lui, il fait un sacrifice à Dieu. Il fait ça au nom et pour le compte de Dieu. Maintenant, le terroriste, lui, c'est plus fort, c'est de la criminalité. C'est de la criminalité parce que lui, il use de la violence systématique et aveugle, sans distinction, de civils, de militaires, d'enfants, de femmes, du tout. Et donc, il est plus virulent. Et suivant la définition qu'on donne, des fois, l'extrémisme violent, par exemple, précède le terrorisme. Lorsqu'on suit la définition que donne l'Union européenne, par exemple. Maintenant, s'il vous plaît, monsieur Mansi, et on a dû comprendre ce que vous avez dit, la différence entre les djihadistes et les extrémistes violents. Et si je comprends bien, cela veut dire que au niveau de ces personnes-là qui pratiquent l'extrémisme et violence, donc pour eux, il n'y a pas un objectif parce que au niveau des djihadistes, nous venons de savoir que ils ont un objectif. Pour eux, ils le font pour Dieu. Oui. Pour Dieu. Maintenant, au niveau de l'extrémisme violence là, je voudrais savoir si quelqu'un qui est à la maison nous écoute actuellement pour qu'il puisse comprendre, c'est-à-dire le fond des choses, le pourquoi. C'est-à-dire on ne peut rien faire sans une cause. Donc le pourquoi. Merci beaucoup pour la question. Je vais aller concrètement sur le groupe Boko Haram, qui signifie littéralement l'éducation occidentale est un péché. Donc, pour eux, pour Boko Haram, aller à l'école, c'est contre leur valeur. Aller à l'école est un péché. Donc, ça ne les pose aucun problème de poser des bombes dans les écoles, de détruire les bâtiments, histoire d'empêcher les gens d'aller à l'école. Ok. Ils visent également la conquête du territoire, du pouvoir. Parce que dans leur objectif, c'est la charia, l'application de la charia. Donc ils ont une vision politique. C'est ce que vient de dire mon frère tantôt, en estimant qu'on ne peut pas exclusivement dire que c'est la religion qui définit. Il y a la politique qui est en jeu. Il y a la conquête du territoire. Surtout avec l'actualité, on se rend compte qu'il brouille les pistes. Parce que avant, aussitôt il y a un acte terroriste ou djihadiste, il y a une revendication. À ce jour, on a du mal, des fois, ils s'abstiennent de revendiquer. Il y a des scissions, il y a des affiliations. Il y a la scission entre Cheikh Aoud, c'est-à-dire une division au niveau de Boko Haram, parce qu'il y a quelqu'un qui estime qu'il doit s'affilier à l'État islamique, l'autre dit non, qu'il doit rester originel. Il y a Al-Qaïda, il y a une scission là-bas, et puis il y a des affiliations. Récemment, il y a 24 heures, il y a une attaque au Mali, au cœur du pouvoir militaire malien. À ce niveau, justement, le président de la République, à ce niveau, c'est un groupe affilié à Al-Qaïda qui l'a réclamé, qui a revendiqué l'attaque. Depuis quand les terroristes cherchent à faire des coups d'État? L'idée au départ, c'est peut-être pas faire la psychose, parce que si on rentre dans l'histoire, quand on rentre dans l'histoire, on se rend compte que même le Pentagone a été touché. Le cœur du pouvoir militaire américain, le 11 septembre, on n'a pas seulement visé les deux tours, mais on a visé le Pentagone. Histoire de dire qu'on peut frapper partout. On peut vous toucher partout. Si vous n'êtes pas... Ça fait mal. Justement. Super. Voilà. Donc, très bien, cette très belle analyse. Nous avons compris vraiment, je vais dire, la psychologie même du terrorisme, de l'extrémisme violent et tout ce qui va avec. Il y a un téléspectateur qui donnait tout à l'heure un avis. Un instant.
Voilà, la personne voudrait savoir si on peut assimiler l'extrémisme violent au terrorisme ou bien l'extrémisme violent conduit au terrorisme. Non, à cette question, mon frère a essayé de... Il a effleuré la question tout à l'heure pour dire que l'extrémisme violent conduit au terrorisme. En sens que par rapport à la gravité des actions... Ça veut dire qu'en réalité, l'extrémisme violent en soi n'est pas encore un problème. L'extrémisme en soi n'est pas un problème. Mais lorsque l'extrémisme devient violent, ça conduit en même temps... Parce que c'est une manière de défendre une position avec violence ou bien de façon radicale. Et là, même l'extrémisme violent, on le dit souvent, ça part d'une radicalisation qui elle-même est une résultante de certaines vulnérabilités, de certains facteurs externes. Il y a tout un problème, il y a des origines, je peux dire, lointaines à tous les phénomènes. L'extrémisme violent vient de la radicalisation. Donc l'extrémisme, ce n'est pas seulement religieux, ça peut même être social. C'est la défense d'une idéologie. Ça peut être religieuse, politique comme tout autre. Ça veut dire qu'il y a certains panafricanistes aussi qui sont des extrémistes. Bon, et je ne vais pas citer de presque nous tous sommes des extrémistes. En ce sens que nous défendons une idéologie. Maintenant, le problème se pose au moment où on essaie de faire croire par force, on essaie de faire passer ce que nous concevons comme ce qui est vrai. Alors qu'il n'y a rien qui détermine que c'est ce que nous défendons qui est vrai. Donc on devient extrémiste violent au moment où on essaie de faire passer cela à la force. Donc c'est maintenant très bien compris. Nous sommes en quelque sorte tous des extrémistes lorsque nous défendons avec vigueur, mais sans imposer notre point de vue, notre conviction à autrui. Ça devait être laissé à la bonne volonté de notre interlocuteur de voir s'il épouse notre comme je viens de dire par rapport aux femmes au niveau du Burkina Faso. Si quelqu'un se retrouve en ce que je dis, la personne adhère volontairement à ce que je dis, pas le forcer à le faire. Ok, merci. Edem, si vous le permettez, si actuellement nous avons évoqué ce thème, c'est parce que nous sommes au bout du tunnel. Nous avons parlé de la chose de façon générale. Maintenant, nous sommes actuellement dans notre pays. Nous sommes au Togo où on ne va plus dire que l'extrémisme violent c'est dans d'autres pays, mais maintenant c'est chez nous. C'est chez nous. Maintenant, nous voulons savoir, vous qui êtes des juristes et tout ça là, par rapport à vos analyses. Si aujourd'hui, on nous parle des attaques par ici, au nord du pays surtout, et je passe pour encourager ces personnes-là qui sont là-bas avant d'aborder la question. Comment cela est arrivé brusquement, c'est tombé à notre niveau par rapport à vos analyses? Comment cela est arrivé brusquement comme ça? On parle de l'attaque, on parle de l'extrémisme violent au Togo. Ok, pour répondre à votre question, on ne peut pas dire que c'est brusquement parce qu'il y a eu des menaces contre le Togo. Des groupes ont annoncé qu'ils vont s'attaquer au pays. Non, ils nous ont avertis. En quelque sorte. On peut aussi, à l'analyse, se dire que, vu les positions du pays, sur certaines thématiques ou certaines visions diplomatiques du Togo, cela a exacerbé ou a précipité les attaques sur... C'est comme si on les avait provoquées. Oui, le Togo. Et on peut aussi... toutes nos pensées aux victimes. Je pense que c'est le lieu de s'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés et encourager nos forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Il faut aussi relever les velléités territoriales de ces terroristes. L'objectif visé, c'est de peut-être s'acquérir du territoire togolais ou avoir l'accès à la mer. Donc, ça facilite énormément, c'est-à-dire le convoiement du matériel militaire, la drogue par exemple, parce qu'il y a en plus du terrorisme, des terroristes originels, des contrebandiers, des réseaux criminels. Qui font souvent allégeance à justement, juste pour avoir eux leur part du gâteau. Donc c'est tout un groupuscule qu'on peut ressentir
terroristes et extrémistes. Justement. Alors, oui, tu voulais... Allez-y. Ok, d'accord. Alors, moi, ce qui me préoccupe, on sait que le terrorisme ou bien la guerre contre le terrorisme est perdue d'avance. Bon, pourquoi est-ce que je ne sais pas moi qui le dis quand on suit certaines analyses? Parce que souvent, il y a des experts qui disent la meilleure des choses à faire, c'est de prévenir le terrorisme, car c'est très compliqué de lutter contre le terrorisme parce que c'est des gens qui en réalité sont en quelque sorte invisibles. Vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont. Parce que si on sait véritablement où sont les terroristes, où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils sont logés, où se trouve leur camp, un seul drone, c'est fini. Quand on prend par exemple le drone turc, par exemple, si on connaissait, voilà, en tout cas c'est le lieu aussi de féliciter l'armée togolaise ou de dire le chef suprême des armées qui ne ménage aucun effort pour doter nos forces de nos forces de défense et de sécurité des matériels sophistiqués de pointe, voilà, qui sont vraiment modernes en vue d'endiguer ce phénomène qui n'épargne aucun pays. Même les pays développés aujourd'hui ont du mal à lutter contre le terrorisme. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de mettre le paquet pour extirper cette terroriste-là du Nord, Togo? Sinon, si jamais il progresse un peu, ça soit très compliqué pour les forces de sécurité, de défense, de les repousser. Et on risque d'avoir un territoire comme le Mali. Et ça sera vraiment très compliqué. Surtout le Togo est très petit, on a très peur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est grand temps? Non, je pense que d'abord on va souhaiter que cela ne soit pas le cas. Justement. Et il faut dire, si on doit suivre votre analyse, c'est que nous sommes déjà atteints. Voilà, on est déjà atteint. Mais c'est pas trop, parce que c'est encore le temps. Je pense que c'est pas encore installé. C'est cette manière de penser qui nous amène toujours à tomber, à aller au chaos. En sens que parce que votre collègue a posé la question tout à l'heure, si on a été surpris ou pas. Si tout à notre niveau, si on va encore penser qu'on n'est pas totalement encore atteint, c'est qu'on se trompe. On va vouer à l'échec. On est atteint et on va devoir conjuguer tant la prévention que la lutte. Maintenant, par rapport à la prévention, vous avez su le marquer tout à l'heure, aucun pays n'est épargné, même les pays développés, mais les gens ont su juguler cela. Puisque si nous parlons par l'histoire avec tous ces groupes d'Al-Qaïda, Boko Haram et Ansardine, tout ça par exemple, ils étaient partis de certains pays. L'Algérie par exemple, ils en avaient sévi là-bas. Aujourd'hui, pas trop. Et c'est en ce que je ne suis pas aussi trop d'accord avec vous quand vous dites qu'ils ne sont pas aussi trop visibles, sinon on allait les exterminer. Mais aujourd'hui, que ce soit au Burkina Faso ou au Mali, on discute avec ces djihadistes. Ah bon? Mais parce qu'il y a des groupes qui sont reconnus, identifiés. Qu'est-ce qu'il faut? On n'en est pas le. Mais vous savez, on le dit aussi, parce que nous ne sommes pas des spécialistes de la sécurité. Et ça rentre dans l'une des mesures, puisque parce qu'ils ont aussi leur force. Et si vous ne savez pas faire, ça va encore donner plus d'ampleur de dégâts que prévu. Donc des fois, il faut passer par des stratégies. Et c'est ça qui amène des fois à des négociations. Avec les terroristes. Bon, c'est ce qui se fait. Les Américains disent les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Si le disent, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont là et c'est par rapport à leur aussi capacité de faire face. aussi de parler. C'est une manière aussi de parler. Parce que tout se dit, mais tout ne se passe pas. Officiel. Mais il y a autre chose qui se passe. Donc, sur ce plan, comme vous l'avez dit, on devait pouvoir miser sur la prévention, en sens qu'il faut poser des actes préalables. Et je pense qu'on aura le temps de le dire. Quels sont ces actes préalables qu'il faut? Je pense qu'on va arriver complètement. Voilà. Si tu permets, une question qui me taraude l'esprit, c'est une question qui a longtemps, ou une préoccupation qui a toujours été partagée par plusieurs analystes et journalistes. On dit, avant même que la menace terroriste ne se plane, ou bien ne s'installe au Togo, on disait souvent que la précarité de la jeunesse togolaise est une bombe à retardement. Si on ne prend pas des dispositions pour permettre par exemple à la jeunesse togolaise en tout cas d'avoir accès à l'emploi, en tout cas d'être plus ou moins épanouie, ce sont ces personnes-là qui seront instrumentalisées par des individus mal intentionnés en leur faisant des offres alléchantes pour les pousser à commettre des actes terroristes sur leur territoire.
Est-ce que vous ne pensez pas que l'une des mesures qui puisse permettre à un État d'endiguer le phénomène terroriste, c'est de prendre soin de sa jeunesse, en quelque sorte? Merci pour la question. Vous avez fait un bon diagnostic. Mais pour répondre à cette question, il faut être subtil et il faut être distinctif. Puisqu'on ne saurait affirmer du coup que c'est la précarité, à elle seule d'ailleurs. Justement. Pour le dire que dans tous les pays, il y a la précarité. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres, ni il n'y a pas de la question de chômage. Voilà. Même en France, partout, il y a quand même un taux, il y a un pourcentage de chômage, sauf que ces taux ne sont pas identiques ni les mêmes. Et pour venir à cette question, ça reste une réalité quand même que la pauvreté est conduite. Puisque, comme l'a dit le patron de l'ONU, Antonio Guterres, il avait dit entre-temps que si nous ne nourrissons pas les gens, nous nourrissons les conflits. Bon. C'est très bien dit. Et puis c'est une réalité. Pour dire qu'il faut prendre soin des gens. Maintenant, par rapport à la précarité même, j'ai pu donner un exemple. Certaines solutions que nous donnons vont avec des corollaires. Pour endiguer certains phénomènes, par exemple, on a besoin que d'une solution, d'un acte, pour que ça va de soi l'autre solution. J'ai toujours dit que pour quelqu'un qui est un peu stable, qui a un certain niveau de vie, il y a des choses qu'il ne fait pas et qu'il ne fera pas. J'ai toujours donné cet exemple. Et quand vous sortez à Lomé avec un phénomène qui était sorti, un phénomène social, qui était conçu aux injures sur la voie publique, par exemple, quand vous prenez deux personnes, une personne, quand vous le voyez, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est la personne que vous voyez devant vous. Mais une autre personne qui a une certaine stabilité, qui a une famille, qui a un emploi, qui gère, on a une certaine peur, une certaine crainte de poser certains actes et d'en arriver à certains risques. Donc pour arriver à certains problèmes, pour résoudre certains problèmes, il faut mettre les gens à l'aise. Il faut pourvoir aux besoins des gens. C'est sur ce plan que je suis d'accord que la précarité constitue un élément sur lequel on peut se baser pour dire que cela contribue à l'extrémisme et au terrorisme. Mais on doit avoir quand même un mais. Puisque si nous prenons, sous réserve de ce que mon ami va ajouter, si nous prenons deux individus dans la même situation, aujourd'hui nous tous, ce n'est pas parce que nous autres aussi nous sommes mieux quand même. Nous en avons aussi les mêmes besoins, sauf que nous nous préservons d'être de ce côté. Et là, ça rentre dans un travail de pédagogie, de sensibilisation et de formation. Voilà. Donc, pour résumer, la précarité, c'est une action, on est d'accord, c'est une évidence que ça contribue au phénomène, mais on peut en faire autrement. Donc, sous réserve de ce que mon ami peut ajouter. Oui, allez-y. Oui, bien sûr, il faut dire que la pauvreté ou la précarité n'explique pas tout. Il y a la volonté de certains de s'emparer des territoires, de conquérir des territoires, de diriger des territoires, d'exprimer leur suprématie. Ils ont des vérités suprémacistes. C'est-à-dire, pour eux, c'est le moment de se venger. Ils ont été exclus du système. Il va falloir passer par certains moyens, qu'ils soient tordus ou non, pour atteindre leur objectif. Parce que il faut aussi reconnaître que certains de nos États, en raison de leur fragilité, n'entendent que peut-être l'expression de la violence. Vous allez comprendre par exemple au niveau des manifestations, lorsque quelqu'un manifeste pacifiquement, s'ils sont deux, le responsable dit qu'ils sont combien. Vous voyez? Et il faut peut-être, lorsqu'ils sont 100, pour lui, du moment où on n'a pas cassé, ils ne sent pas la pertinence de ce que disent les gens. Donc il faut dire que la pauvreté n'explique pas tout. Il y a aussi le comportement que la société, le système mis en place pour absorber
absorber ou inclure tout le monde. Il y a la question de, par exemple, des personnes vulnérables. Nous parlons des personnes vulnérables, nous désignons par personnes vulnérables les personnes âgées, les enfants, les femmes, les personnes handicapées. Par exemple, une personne handicapée, généralement, on considère une personne handicapée comme quelqu'un qui n'a rien ou qui ne peut rien. Alors que c'est faux. Ils ont des talents, ils ont des potentiels il suffit de leur donner l'opportunité de les exprimer. Du moment où cette personne, dans le système mis en place, ne se retrouve pas, dès qu'on vient lui proposer quelque chose, il est plus exposé que tout le monde à accepter. Il y a des sommes qui circulent et je ne pense pas que quelqu'un qui a la culture de la paix, la culture de la cohésion, de la non-violence, accepterait quelque somme que ce soit pour commettre de tels actes. Vous allez voir la différence entre nos actes terroristes ici, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe ici. Ici, c'est d'une telle barbarie que on se demande s'il y a de l'humanité ou de l'humanisme. Parce que l'homme est chosifié ou animalisé, si le mot existe. Mais ailleurs, bon, c'est des attaques au couteau, de trucs. Et puis, c'est vrai que c'est mauvais, mais ici, c'est plus fort. Et moi, la petite différence, bon, ça, c'est une analyse personnelle. Moi, j'ai remarqué que ce que font, surtout dans les pays arabes, ou ce que les Arabes font le plus souvent, c'est vraiment par pure conviction, à telle enseigne qu'ils sont prêts à mourir. C'est là où on voit plus des attaques kamikazes, où la personne est prête à s'exposer avec des ceintures explosives. Mais ici, le terrorisme n'a pas envie de mourir. On a l'impression que c'est un criminel, un bandit de grand chemin, un voyou qui veut aller tuer pour être payé. Ce n'est pas véritable. C'est là où on sent vraiment de l'instrumentalisation. C'est là pour moi, ça me tient à cœur. Il faut vraiment travailler le volet précarité des jeunes. Je pense que ça peut même plus ou moins diminuer le phénomène parce que quand on fait très bien l'analyse, beaucoup vont vers là à cause des sommes à l'échelle. C'est une évidence que l'esprit inoccupé est l'atelier du diable. Justement. L'esprit inoccupé est l'atelier du diable, en ce sens que celui qui ne fait rien, qui n'a rien, il est exposé à tout et il accepte tout et il dit tout. Parce que pour lui, c'est ce qu'il faut pour manger. C'est ce qu'il faut faire pour survivre. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel pour dire que ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on mange tout non plus. Justement. C'est pas parce qu'on a soif qu'on boit tout. Donc, la pauvreté, oui, mais arriver à la violence, à ces actes barbares, il faut que on fasse preuve d'humanisme. Merci beaucoup. Valentin, tu poses ta question et puis ils vont conclure. Ils vont conclure, mais ce pourquoi nous sommes là, on va finir ça. Aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel, comme je l'ai dit précédemment. Mais on crie sur les toits et tout ça là que ce n'est pas seulement le travail des militaires, des soldats et tout ça là, et que c'est l'effort de nous tous. Maintenant, moi qui suis à Lomé, comment est-ce que je peux conjuguer mon effort pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme, violence? Donc, si un frère, un ami est aussi à la maison, pour que lui aussi il arrive à comprendre que, voilà la situation, nous sommes tous appelés. Comment est-ce qu'on peut emmener la personne là à comprendre que ce n'est pas seulement aux militaires, ce n'est pas seulement aux forces de l'ordre, c'est l'effort de nous tous. Voilà ce que je peux vous poser comme question. Merci. Il faut dire que faut jamais, dans ce genre de situation, penser que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que nos pays ont fait ça, ça nous a rattrapé maintenant, ou ça nous rattrape maintenant. Parce que l'histoire, c'est les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Europe, après l'Afrique, Somalie, c'est arrivé à la corne de l'Afrique, après l'Afrique occidentale. Bon, le Togo se sentait en sécurité jusqu'au jour où on a été attaqué. Donc, il ne faut plus penser que c'est au nord. Il faut qu'on considère que le Togo, les frontières du Togo, où le peuple togolais, où un Togolais est attaqué. Et du moment où un Togolais, mon frère est attaqué, je suis dans mon âme en tant que Togolais attaqué. Donc je dois travailler pour endiguer le phénomène. D'abord en s'informant au quotidien de la situation et en se formant aussi sur la thématique. D'où ça vient, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'il faut alerter en cas de résurgence, lorsque ça se passe, comment est-ce que je vais alerter les autorités.
il faut s'informer et se former. Et militer dans les associations. Et communiquer autour. Il faut parler. Il faut ouvrir le débat. Comme ce que nous faisons là maintenant. Et autour de soi, à la maison, dans nos familles, avec nos amis, pour que chacun comprenne que la violence n'amène nulle part. La violence est, certains le disent, est l'arme des faibles. Lorsque vous pensez être sérieux dans ce que vous dites, c'est un combat d'idées qu'on fait. Vous venez vous poser vos convictions et on en discute. Vous-même, vous saurez que vous avez raison ou pas. Mais ce n'est pas en usant de la force qu'on atteint les objectifs. À ce niveau, vous n'avez pas atteint les objectifs, mais vous avez tout fait pour y arriver. Donc, pour moi, il faut travailler, il faut communiquer, il faut ouvrir le débat, il faut discuter, il faut militer pour atteindre l'objectif, pour éradiquer le fléau qui nous gangrène actuellement. Maintenant, monsieur Kossi, Monsieur Kodjovi, je pense de façon plus pointue, comment est-ce que moi jeune aussi, je peux apporter mon soutien pour la lutte qui nous regarde tous, qui nous engage tous actuellement. Comment est-ce que je peux apporter ma contribution? Bon, en 30 secondes. Oui, non, je pense que mon frère avait déjà commencé. Et nous sommes un exemple palpable. Voilà. Puisque nous l'avons dit, nous faisons partie déjà d'un groupe que nous appelons Nukadoka, qui est un groupe destiné aux jeunes pour leur former sur la prévention de l'extrémisme violent et le terrorisme interreligieux. Donc, j'interpelle tous les jeunes comme nous à s'engager, à se responsabiliser. Il faut que chacun prenne sur soi la responsabilité de faire quelque chose en participant à ces activités associatives. Parce que c'est en étant ensemble qu'on fait, sinon seul à la maison, et ça serait difficile qu'on puisse faire entendre nos voix. Donc il faut rejoindre un groupe donné pour faire passer le message. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vos chers invités pour nous avoir très bien entretenus sur ce thème très pointu, très complexe, qui est d'ailleurs d'actualité, l'extrémisme violent et le terrorisme. Nous avons vu en tout cas ce que cela signifie et l'implication des uns et des autres, ce que les jeunes doivent faire, ce que les gouvernements doivent faire. Merci beaucoup de nous avoir donné des réponses claires, limpides, lucides, laconiques, succinctes. Merci beaucoup, monsieur Amenou de Kodjovi et monsieur Maussi Kamla. Vous êtes tous les deux des juristes et vous militez dans l'association Hardy, Think Tank. Bon, on va parler de tout ça. On va revenir en tout cas sur ce sujet parce que c'est assez vaste. On va voir également d'autres aspects. Quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur le plan social, économique et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, d'avoir été fidèles du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci à la régie. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous accompagnent. Merci à notre graphiste, à notre shooter. Et nous vous souhaitons déjà un très bon début de semaine et très bonne fin du mois de juillet. Nous sommes au 24, donc le mois se termine la semaine prochaine. Donc, bien de choses à vous et ciao ciao. Nous terminons l'émission avec cette belle vidéo ou cette belle collaboration entre Ghettovi et Laura, intitulée Ghetto Love. Salut. Hey. Ghetto love. Stand up, man, all of you love me, right? So machine. I pull up on you, my woman don't tell. Maybe I'm dreaming now, yeah. Don't come a coup d'état. Mbano fona mbano wo mi jaba bioto kuzota ngela be ma khwa khawan nya be ja khwa bota to do nya be banu wo nya wele tiwata to be ma ko mi la chinu do la paye mi la fo mane ya khwe ne badasi sona banu ne wa fo ngoro to fa bele ke tasi wa zeto agbalema family nyondo nya de pe menu ke juro me maduma mi la jivi gbogbo sa won to la shi apo de kwichi o te be mi ni respect into ko de kuyechi ma vie banu mi ma dia kayo bere 100% banu amore pai wa e um valide
Mon fond y'a caillou et ni qualité. Façon je t'aime la bébé, tu n'as pas idée. Kassia gamin y'a pour Milano de baisser. Parade mano kisinao, et zomé ni ma trouble now. Bébé n'ba maïnao, et ni la peau de si vivi now. Parade mano kisinao, et zomé ni ma trouble now. Bébé n'ba maïnao, et ni la peau de si vivi now. Mano caresse le rocame, avec nos doulés, palomé. Mano leg, gala motome, masono kawile, nous soumet. Nous pouvons play Jonathan, million bena pas nous faut tout à jouer pour nous. Jonathan, y'a non mon nous aller et tout. Bébé m'l'envolta, bébé vivinta. Faut mélanger quoi ici, bébé le sultan. Et j'avais